tous. Bienvenue dans cette nouvelle session des lundis de la FHU. Il s'agit donc de la quatrième session où nous invitons Jean-Marc Châtel, scientifique de l'INRAE, de l'équipe Probiote, pour nous parler de l'interaction entre hôtes et probiotiques et plus particulièrement le rôle de la protéine MAM de la bactérie Faecalibacterium. Comme deuxième orateur, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Park, professeur de chirurgie digestive du service de l'hôpital Saint-Antoine. Bienvenue à tous les deux. Je vais donc demander à Jean-Marc de nous présenter le rôle de la protéine MAM. Bon, ça va être particulièrement intéressant et ça va bien montrer tout ce qui se passe dans ce FHU. Donc, j'ai l'impression la clinique jusqu'à moi où ça va être beaucoup plus fondamental en microbiome. Donc, je m'appelle donc effectivement Jean-Marc Châtel, je suis directeur de recherche justement, je passe à l'ICALIS. Donc, je suis le responsable de l'équipe probiotique. Euh, Bien, voilà. Je suis responsable depuis juin 2025 en fait de l'équipe Probiote. Donc l'équipe Probiote, voilà, donc nous sommes en ce moment à peu près une cinquantaine de personnes. Et je suis responsable avec Claire Cherbury comme adjointe, qui était hier au sein du laboratoire. Donc c'est un gros labo d'une cinquantaine de personnes, dont 20 permanents. On est en quatre équipes. L'équipe probiotique, l'équipe Protect est animée, dirigée par Luc Bermudez, avec en particulier parmi les permanents Philippe Langella, donc vous connaissez, qui est l'ancien responsable de l'équipe Probiote. Et puis qui est une jeune DR récemment promue au sein de l'équipe, qui est plus spécialisée autour des interactions bactérioses, mais dans le domaine de la périnatalité. Et puis sinon, Eugénie qui étudie aussi les interactions bactérioses en développant un modèle extrêmement intéressant qui est la drogue. Et puis donc le deuxième groupe que je co-anime avec Sandrine Auger, donc dans lequel il y a Mathias Richard qui est un spécialiste des levures, et puis Sandrine et moi, on travaille plus particulièrement sur la physiologie, les propriétés anti-inflammatoires, le mécanisme d'action de la bactérie Faecalibacterium pneumoniae. Le groupe immunité et microbiote intestinal animé par Harry Sokol, donc évidemment que tout le monde connaît, et puis Marie-Laure Michel. Marie-Laure Michel, donc, qui était aussi promue l'année dernière DR et qui développe en particulier un projet très intéressant sur une bactérie pathogène de l'Iléon. Et le quatrième groupe, dirigé par Vincent Saint-Cric et Claire Cherbury, en fait, a la particularité d'étudier, et bien comme son nom l'indique, l'axe Gutland. Et puis, nous avons aussi deux ateliers transversaux au sein de l'équipe. L'atelier Combiotics, qui est un atelier d'isolement et de caractérisation des bactéries anaérobies commensales et probiotiques. Et puis, il y a un atelier d'ingénierie des bactéries commensales et probiotiques. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la bactérie Faecalibacterium et en général des espèces du genre Faecalibacterium. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bactérie? Eh bien, en fait, là, vous avez sur la gauche, hein, ça fiche. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session des lundis de la FHU. Il s'agit donc de la quatrième session où nous invitons Jean-Marc Châtel, scientifique de l'INRAE, de l'équipe Probiote, pour nous parler de l'interaction entre hôtes et probiotiques et plus particulièrement le rôle de la protéine MAM
de la bactérie Faecalibacterium. Et comme deuxième orateur, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Park, professeur de chirurgie digestive du service de l'hôpital Saint-Antoine. Et bienvenue à tous les deux. Je vais donc demander à Jean-Marc de, de nous présenter le rôle de la protéine MAM. Bon, ça va être particulièrement intéressant et ça va bien montrer tout ce qui se passe dans ce FHU. Donc, j'ai l'impression à la clinique jusqu'à moi où ça va être beaucoup plus fondamental en microbiome. Donc, je m'appelle donc effectivement Jean-Marc Clavel, je suis directeur de recherche comment ça se passe, à l'ICALIS. Donc, je suis le responsable de l'équipe probiotique. Euh, voilà. Je suis responsable depuis juin 2025 en fait de l'équipe probiote. Donc, l'équipe probiote, voilà, donc nous sommes en ce moment à peu près une cinquantaine de personnes. Et donc, je suis responsable avec Claire Cherbury comme adjointe, qui était hier au sein du laboratoire. Donc, c'est un gros labo d'une cinquantaine de personnes, dont 20 permanents. Voilà, on est en 4 équipes. L'équipe probiotique, l'équipe Protect est animée, dirigée par Luc Bermudez, avec en particulier parmi les permanents Philippe Langella, donc vous connaissez, qui est l'ancien responsable de l'équipe probiote. Et puis Rebecca, qui est une jeune DR récemment promue au sein de l'équipe, qui est plus spécialisée autour des interactions bactérioses, mais dans le domaine de la périnatalité. Et puis sinon, Eugénie qui étudie aussi les interactions bactériotes en développant un modèle extrêmement intéressant qui est la production. Et puis donc le deuxième groupe que je co-anime avec Sandrine Auger, donc dans lequel il y a Mathias Richard qui est un spécialiste des levures, et puis Sandrine et moi, on travaille plus particulièrement sur la physiologie, les propriétés anti-inflammatoires, le mécanisme d'action de la bactérie Faecalibacterium pneumoniae. Le groupe immunité et microbiote intestinal animé par Harry Sokol, donc évidemment que tout le monde connaît, et puis Marie-Laure Michel. Marie-Laure Michel, donc, qui était aussi promue l'année dernière DR et qui développe en particulier un projet très intéressant sur une bactérie pathogène de Léon. Et le quatrième groupe, dirigé par Vincent Saint-Cric et Claire Cherbury, en fait, a la particularité d'étudier, et bien comme son nom l'indique, l'axe Gutland. Et puis, nous avons aussi deux ateliers transversaux au sein de l'équipe. L'atelier Combiotics, qui est un atelier d'isolement et de caractérisation des bactéries anaérobies commensales et probiotiques. Et puis, il y a un atelier d'ingénierie des bactéries commensales et probiotiques. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la bactérie Faecalibacterium et en général des espèces du genre Faecalibacterium. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bactérie? Eh bien, en fait, là, vous avez sur la gauche, hein, ça fiche de la souche A265. Eh bien, c'est un membre, en fait, c'est vraiment un membre extrêmement important du microbiote intestinal qui fait partie de cette vingtaine de bactéries qui sont communes à l'espèce humaine et elle peut représenter jusqu'à 5% du total de nos bactéries intestinales. Donc, dans le microbiote intestinal, on va avoir quelques centaines de bactéries, disons 500 différentes, et il y en a une comme Faecalibacterium qui peut représenter jusqu'à 5% du total, donc c'est absolument énorme. C'est un membre des Clostridium leptum. Elle est phylogénétiquement parlant, elle est gram positive, mais au niveau
au coloration, eh bien, en fait, elle va être Gram négative. C'est un producteur extrêmement important de butyrate, mais aussi de formate, de lactate et de CO2. Alors, une propriété extrêmement importante, c'est sa sensibilité à l'oxygène, hein. Elle vit vraiment au fond du côlon, je dirais, donc elle est extrêmement sensible à l'oxygène, ce qui fait que pour pouvoir travailler avec cette bactérie-là, pour pouvoir la faire pousser, on est obligé de travailler dans ces chambres anaérobies. Et puis, une caractéristique extrêmement importante qui a fait qu'on s'est intéressé tout particulièrement à cette bactérie, c'est qu'elle est diminuée, sa quantité est diminuée dans de très nombreuses pathologies et en particulier dans toutes les maladies chroniques intestinales. Donc en 2008, l'histoire des propriétés anti-inflammatoires de Faecalibacterium, en fait, commence en 2008 avec l'article Princeps de Harry, publié dans PNAS, où donc c'était la première fois qu'on décrivait les propriétés anti-inflammatoires de la bactérie, mais aussi, comme on peut le voir ici sur ces deux graphes, en fait, ça c'est la réponse en fait à la réponse de la souris, en fait, à l'administration de la bactérie, mais aussi du surnageant. Et comme vous pouvez le voir, ici, ce sont les souris qui ne sont pas traitées. Et les souris qui sont traitées avec la bactérie ou avec le surnageant vont montrer une diminution de l'IL-12 et une augmentation d'IL-10. Donc, dès 2008, en fait, on savait que la bactérie avait des propriétés anti-inflammatoires, mais aussi le surnageant. C'est-à-dire que la bactérie est capable de produire des molécules, une ou plusieurs molécules anti-inflammatoires. Donc, ça, c'est un résumé du mode d'action qu'on connaît du surnageant de la bactérie A265. Bien entendu, dans ce surnageant, comme je vous l'ai dit, il y a le butyrate. Donc, le butyrate, on connaît bien ses propriétés, hein, c'est le fuel des colonocytes. Donc, c'est vraiment extrêmement important pour la maintenance de l'intégrité de la barrière intestinale, la diminution de l'inflammation et donc ça va promouvoir un microbiote sain. Et donc ce butyrate, on a démontré au sein du laboratoire que en passant par une molécule qui s'appelle DACT3, en fait, il va inhiber NF-κB, ce qui va inhiber la production d'IL-8 et tout ce qui est les ficelles inflammatoires. Et puis donc, on a aussi d'autres composants qui sont en cours d'identification avec des collègues de Nantes, puisque avec ces collègues de Nantes, on a pu démontrer que Prosmiti, en fait, allait euh, stimuler des cellules dendritiques qui ensuite allaient stimuler ici des Treg DP8 qui sont, ce sont des Treg chez lui. Et puis donc, cette protéine MAM, en fait, je vais donner plus de détails après, on sait que aussi elle va inhiber NF-κB. Ici, j'ai besoin de vous montrer cette slide parce que, en fait, le genre Faecalibacterium a beaucoup évolué dans les dernières années. En fait, Faecalibacterium a été isolé tout d'abord en 1922 par M. Prosnitz. Puis, voilà, il a changé de nom, Bacteroides prosnitzi, Fusobacterium prosnitzi. En 2002, Faecalibacterium prosnitzi. Et depuis quelques années, en fait, nous, on a beaucoup participé à ce travail, à cette élaboration, en fait, on s'est aperçu qu'il existait de nombreuses espèces de Faecalibacterium. Donc en 2002, il n'existe qu'une espèce dans le genre Faecalibacterium. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a Prosnitzi, Butygrexy generans, Longum, par exemple, A265, qui est vraiment la souche académique de Faecalibacterium bien maintenant, elle est appelée Duncaniae, mais il existe aussi Atorix gallinarum, qui est spécifique du poulet, Taiwanense, Willingli, et depuis l'année dernière, il existe une Faecalibacterium langelae. On verra que ça a de l'importance. Donc, un des premiers résultats qu'on a publié au laboratoire en 2022 sur
sur la protéine MAM, c'est qu'en fait, on s'était aperçu que les MAM issus de ces différentes espèces, en fait, avaient finalement assez peu d'homologie entre elles. Et donc, en constatant cette faible homologie entre ces différentes protéines MAM, eh bien, en fait, on se posait la question de leurs propriétés anti-inflammatoires de ces différentes MAM issues de ces différentes espèces. Donc, on a utilisé ici, c'est un résultat de transfection de cellules HE4 293 dans lequel on a introduit un NF-kappa B reporter assay. Donc, on va mesurer la capacité d'inhibition, en fait, de ces différentes protéines MAM. Et vous pouvez vous apercevoir, c'est assez clair sur ce graphique, et bien que suivant les protéines MAM qu'on transfecte dans ces cellules HEK, eh bien, vous allez pouvoir avoir 100% d'inhibition. Ici, M21.2, par exemple, qui est une prosmixie, SL33, qui est aussi une prosmixie, vous avez 90% d'inhibition du signal luciférase, donc 90% d'inhibition de notre kappa-B. Duncaniae, qui est un petit peu la MAM de Duncaniae, qui a été la première identifiée, qui est un petit peu notre MAM académique, il va inhiber à 50%. Et puis certaines MAM, comme la MAM, ici, la MAM de la 4541, qui maintenant est une Langelae, eh bien, inhibe très très peu, voire pas du tout NF-kappa. Et puis, vous pouvez voir ici qu'à l'intérieur d'une même espèce, Faecalibacterium longum, en fait, possède deux mâles, eh bien, les deux mâles vont avoir des activités différentes. Donc, une hétérogénéité des propriétés anti-inflammatoires de ces protéines. En 2022, en fait, au moment où on a publié ce papier sur les propriétés anti-inflammatoires des différentes mâles de différentes espèces, voilà ce qu'on savait sur la protéine MAM. Donc, il existe une importante diversité des protéines MAM dans le genre Faecalibacterium. Ce qu'on avait appris aussi par des manips de transcriptomique, c'était que c'était le transcrit le plus abondant dans la bactérie. Donc, très clairement, quelque chose d'extrêmement important pour la bactérie. Et puis aussi, tout à fait assez étonnante, eh bien, c'est un gène, c'est une protéine qui est exclusive de Faecalibacterium. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de MAM dans d'autres genres que Faecalibacterium. Elle est exclusive. Et puis donc, des propriétés immunomodulatrices, mais avec une hétérogénéité. Et en 2002, en fait, on s'est posé la question de la localisation, en fait, de cette protéine. Est-ce qu'elle était, par exemple, dans le cytoplasme ou bien dans l'enveloppe, plutôt vers l'extérieur. Donc, en fait, on a grossièrement séparé, extrait les protéines de F. duncaniae, ici, donc A235. Ici, vous voyez le profil obtenu, c'est simplement un gel de protéines. Voilà, ici, c'est le profil obtenu avec des protéines cytoplasme, ici, avec les protéines de l'enveloppe. Vous voyez qu'il y a assez de différences. Et puis, la différence principale qu'on pouvait obtenir, eh bien, c'est ici, là, entre 10 et 15 calés, cette protéine que nous avons ensuite identifiée comme étant la protéine MAM. Eh bien, vous voyez que la protéine MAM est massivement présente plutôt au niveau de l'enveloppe. Et puis, on a complété ces études avec des études de protéomique. On a fait le protéome de l'enveloppe, donc le protéome de la partie cytoplasmique, et on a pu mesurer que la MAM était présente aux 3/4 au niveau de l'enveloppe. Donc, plutôt associée avec l'enveloppe de Duncaniae, donc plutôt associée avec la membrane de Duncaniae. Ensuite, on s'est posé la question de la structure de cette protéine MAM et est-ce que cette protéine MAM était associée avec d'autres protéines de Faecalibacterium. Et en fait, on a pu se poser cette question-là grâce en fait à l'apparition, grâce à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle à ce moment-là. Et bien, l'intelligence artificielle a révolutionné l'étude des structures des protéines avec l'apparition de ce logiciel qui s'appelle AlphaFold. Maintenant, on en est à AlphaFold 3, qui a vraiment permis de résoudre, de proposer des structures de protéines avec des protéines qui étaient pour l'instant imprédictibles.
comme la protéine MAM. Avant, avec les outils qu'on avait avant AlphaFold, il était impossible de prédire une structure à la protéine MAM. Donc là, en fait, pour bien comprendre cette structure, en fait, vous sachiez que la prédiction est quasi sûre quand plus c'est rouge, plus la prédiction est importante, est forte. Donc, vous voyez ici que, en fait, sur les 20-25 premiers aciers éliminés, en fait, la structure est vraiment très désordonnée. Puis, en fait, il existe une, deux, trois hélices alpha. Mais globalement, même cette partie avec les hélices alpha, en fait, si vous montrez ça à un structuraliste, il va vous dire que c'est pas très bien organisé. Mais voilà, il y a quand même trois hélices alpha ici après le N-terminus. Et puis, on a commencé donc à s'intéresser aux possibles partenaires de la protéine MAM dans ces calibactériums. Et on est revenu en fait à la structure du génome. Parce qu'en fait, on s'était aperçu que dans le génome de F. duncaniae, la protéine MAM était toujours associée à cette grosse protéine ici qui est un ABC transporteur. Donc les ABC transporteurs, en fait, ce sont des molécules qui vont transporter les protéines, les autres molécules vers l'extérieur de la bactérie, donc vers l'enveloppe. Donc ça nous a vraiment beaucoup intéressé. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'en regardant la composition, en regardant la structure de cet ABC transporteur, qu'on appelle aussi P4 ABC transporteur, eh bien, il est composé d'une peptidase. Il est composé d'une peptidase, il est composé, ici c'est nucléotide binding domain, donc en fait ça va être pour l'ATP, c'est pour l'énergie. Et puis ici, vous avez un transmembrane domain, donc ça permet en fait de passer la membrane lipidique et d'éjecter par ici vers l'extérieur les molécules à transporter. Et en fait, cette peptidase, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle a une spécificité très particulière. Elle coupe ici après une double glycine. Voilà, vous avez un leader peptide et elle coupe après une double glycine. Or, quand on aligne les protéines MAM, on s'aperçoit que, voilà, ici vous avez donc une dizaine de protéines MAM issues de différentes espèces, de différentes souches. Eh bien, vous apercevez que le leader peptide, ici, sur les 22 premiers acides aminés, il est extrêmement conservé et qu'il possède cette double glycine. Donc, on peut vraiment, donc ça correspond à la spécificité de la peptidase de cet ABC transporteur. Donc, nous avons regardé si la protéine MAM pouvait interagir directement avec cet ABC transporteur. Donc, nous avons aussi modélisé l'ABC transporteur, de nouveau grâce à AlphaFold. Donc, cet ABC transporteur possède en fait deux unités. Voilà, ici, c'est les deux différents domaines et deux différentes couleurs. Et puis ici, là, c'est un petit peu difficile de voir, mais en tout cas, on a réussi vraiment à faire ce qu'on appelle du docking de ce N-terminal de la MAM sur cette peptidase et ça fixe parfaitement bien. Donc vraiment, nous, on fait l'hypothèse que la MAM, en fait, via son peptide leader, va venir interagir avec cet ABC transporteur pour ensuite être transporté vers l'extérieur. Donc ensuite, on a poursuivi les histoires de structure parce que on s'est posé la question aussi, OK, la MAM en tant que monomère, elle a l'air d'être assez peu organisée, mais est-ce qu'elle peut s'auto-organiser en polymère? Donc là, de nouveau, il y a un code couleur. Vous voyez, en bleu, en fait, la prédiction est très faible et en rouge, la prédiction est très forte. Et vous pouvez voir, on a commencé à faire un dimère. Donc là, on est au milieu, les prédictions sont plutôt bonnes. Trimère, tétramère, pentamère, hexamère, vous voyez que c'est au niveau de l'hexamère. Après, si on continue, heptamère, octamère, alpha-fold peut continuer à fitter toutes ces énergies et à faire quelque chose. Mais en fait, c'est vraiment au niveau de l'examen qu'on a une prédiction qui est la meilleure. Donc, vraiment, l'examen, ici, la MAM pourrait s'auto-organiser sous forme d'examen avec une espèce ici là de pore au milieu, sans qu'on sache bien exactement ce que cela peut bien signifier au niveau de sa fonction.
Donc, ce qu'on en sait pour l'instant de la protéine MAM, eh bien, c'est une protéine qui est extrêmement abondante. Hein, je vous avais dit, l'ARN messager est l'ARN messager numéro un de la bactérie, mais la protéine est aussi la protéine numéro un de la bactérie, et ça, que ce soit l'état de la bactérie, c'est-à-dire en phase exponentielle, en phase stationnaire, etc. La protéine MAM n'a pas d'homologie avec d'autres protéines. Elle est vraiment unique. Elle a une importante diversité intra-espèces. Elle pourrait très probablement s'organiser sous forme d'hexamère, et puis elle serait très probablement transportée vers l'extérieur par cet APC transporteur. Donc, on sait, en moulinant un petit peu toutes ces données qu'on avait sur la MAM, en fait, on s'est posé la question, on a fait l'hypothèse que la MAM pouvait être ce qu'on appelle la S-layer protéine de Faecalibacterium. La S-layer, c'est pour surface layer. Donc, ça veut dire que c'est la protéine qui pourrait être à la dernière couche à l'extérieur de la bactérie. Et en fait, pour pouvoir étudier ça, en fait, on s'est tourné vers des collègues qui font de la microscopie électronique. Et voilà, en fait, c'était la première fois sur Faecalibacterium que on étudiait la membrane de Faecalibacterium. Donc ça, c'est des images obtenues avec des collègues de GIS. Vous voyez, on a été frappé tout de suite de voir que, en fait, la surface de la bactérie, on peut voir, même à ce simple ce grossissement, en fait, qu'il y a un réseau plus ou moins régulier, une sorte de granulosité, mais une granulosité vraiment régulière qui apparaît. Donc ici, là, plus à droite, eh bien, vous avez un agrandissement de ce réseau, et là, on voit vraiment bien cette organisation ici avec une sorte de port un peu milieu. Et voilà, ça c'est la modélisation de ce qu'on a pu mesurer ici. Et en fait, ça correspond bien à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment, ça reprend la structure possible, en fait, prédite par AlphaFold de la main. Et ça correspond aussi au niveau de la taille. Donc, on pense véritablement que la MAM est la S-layer la surface layer de Faecalibacterium, du genre Faecalibacterium. Et puis, je voulais vous montrer ici le problème, en fait, de ces études, c'est que la membrane d'une bactérie est très sensible, en fait, à énormément de traitements, et que pour avoir les meilleures images de membrane d'une bactérie, en fait, il faut faire de la cryo-IM, en fait, de la cryo-microscopie électronique. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Ça, c'est les premières images que nous avons obtenues avec un collègue anglais. Et voilà ce que ça donne, donc un vraiment très très fort grossissement, là, donc on est en coupe hein, de la bactérie. Et donc ça aussi, ce sont des images qui sont tout à fait nouvelles. Et on voit ici, en fait, là, ce serait la membrane lipidique. Puis au milieu, ici, en fait, on a un fin peptidomycane. Et puis, vous voyez une organisation, en fait, très très régulière en chapelet qui serait la protéine. Donc voilà, qui serait donc la surface layer de la protéine. Voilà, je voulais vous remercier pour votre écoute et je voulais remercier surtout l'équipe Probiote et tous nos collaborateurs qui nous ont permis d'obtenir tous ces résultats euh, tout au long de ces années. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc, merci pour ces très beaux résultats. Je vous invite à poser vos questions sur le chat si vous en avez. Pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, j'avais deux questions sur est-ce qu'il existe des données in vivo de l'effet de MAM chez la souris ou d'autres modèles? Et la deuxième question, chez l'homme, la grande question, est-ce qu'on peut transposer ces résultats? Est-ce que Faecalibacterium EXL01 d'Harry aura des effets anti-inflammatoires grâce à la protéine MAM? Je vous laisse répondre, Jean-Marc. Alors, plein de questions.
Alors, chez la souris, oui, on a des études chez la souris qui démontrent les propriétés anti-inflammatoires de la protéine MAM avec différentes stratégies, avec de la protéine MAM recombinante. Là, on a publié ça début de l'année, fin de l'année dernière. Donc voilà, on a produit de la MAM recombinante qui a des propriétés anti-inflammatoires. Et puis avant, on avait fait une stratégie un petit peu compliquée où en fait, on faisait produire à la souris de la protéine MAM. Et en fait, là aussi, ça marchait très bien. À l'époque, c'était la seule façon qu'on avait de faire. Chez l'homme, bah ça, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, si on regarde dans le protéome du microbiote humain, on détecte sans aucun problème énormément de protéines MAM. Donc, elle est présente. La bactérie, elle est présente de façon très abondante, mais la protéine MAM, les protéines MAM, elles sont là aussi de façon très abondante. Et est-ce que la EXL, alors je peux vous dire, c'est pas du tout un couple, la EXL, un couple, la EXL 01 a une MAM. Est-ce qu'elle est active? Je le suppose, mais je ne sais pas. Merci beaucoup, Jean-Marc. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la protéine MAM dans le chat? Je vois pas de questions dans Si. le chat ou dans questions-réponses. Ouais. Bon, On, sinon, je on vais enchaîne. laisser Patrick présenter notre deuxième présentateur. Ah, une question de Béatrice Ségurant. Est-ce que la protéine MAM est diminuée dans des cas d'obésité? Alors, dans les cas d'obésité, je sais que c'est peut-être pas le marqueur le plus important, mais en tout cas, il y a une diminution de TT de bactérium. Donc, il y a toutes les chances pour qu'il y ait aussi une diminution de la protéine MAM. Donc, la protéine MAM, donc, elle est toujours euh, la protéine la plus abondante, il dit trop, hein. Mais oui, il y a toutes les chances pour que cette protéine MAM soit diminuée effectivement dans la protéine. Donc, deuxième question du chat. Est-ce que vous savez dans quelle mesure la protéine MAM est associée de manière solide, pas spécialement solide à la membrane, puisqu'il faut probablement qu'elle se détache de la bactérie pour exercer son effet positif? Et bien ça, Tiffen, c'est une excellente question. On n'a pas spécialement de problème pour l'extraire, donc je dirais que alors vraiment, c'est vraiment intuitif, hein. Donc, comme on n'a pas beaucoup de problèmes pour l'extraire, je dirais qu'elle doit effectivement. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'elle est renouvelée. En fait, la protéine, pour terminer, la protéine MAM, en fait, on l'a identifiée d'abord en trouvant ses peptides dans le surnageant. Et en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que quand on la trouve dans le surnageant, en fait, c'est les bactéries qui sont mortes, ou c'est le renouvellement comme ça de la surface. Et en fait, ces peptides qui ont des propriétés anti-inflammatoires, en fait, c'est un petit peu la poubelle, quoi. C'est des bactéries mortes, etc. Et en fait, cette protéine qui est hyper abondante et qui structure la forme de la bactérie, eh bien, en fait, elle a des propriétés anti-inflammatoires. Alors, est-ce que c'est une co-évolution? Est-ce qu'on l'a sélectionné pour ça, etc. Ça, c'est une question. Alors, dernière question, quel est le rôle de la protéine MAM pour la bactérie? Donc, c'est ce qu'on pense, ces surface layers, en fait, c'est des protéines qui vont donc, il va y avoir un effet de protection, hein, donc, il y a aussi un effet de structuration de la bactérie. Donc, il semblerait qu'il y ait, je ne sais pas si c'est une règle universelle, nous, ce dont on s'est aperçu, c'est que Faecalibacterium, en fait, elle a un peptidoglycane, mais ce peptidoglycane, il n'est pas très abondant. Et donc c'est une gramme positif phylogénétiquement. Normalement, les grammes positifs qui n'ont pas de S-layer ont des très taux peptidoglycanes. Et là, en fait, cette bactérie, bah, elle a une S-layer et un petit peptidoglycane. Donc, il y aurait un rôle de structuration et un rôle de protection. Peut-être aussi de rôle qu'on n'imagine pas encore. Merci beaucoup, Jean-Marc. On passe, ouais, on enchaîne avec Yann Parr qui va nous parler de la chirurgie du cancer rectal et plus précisément de l'amélioration des résultats fonctionnels.
Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Oui. Alors, bon, moi, je suis le chef de service du service de chirurgie générale et digestive de l'hôpital Saint-Antoine. On fait beaucoup de chirurgie du cancer et notamment du cancer du rectum. Et donc, c'est un organe qui a une fonction, c'est te permettre d'aller aux toilettes, pas en permanence, parce que le côlon, lui, il absorbe un peu d'eau et il pousse. Et donc, il faut qu'à un moment, la colonne de matière s'impacte pour qu'on n'ait pas besoin d'aller tous les quarts d'heure aux toilettes ou pendant une période pour évacuer un bol alimentaire. L'intérêt de ce travail, il est assez ancien. Les études qui ont permis la réalisation des méthodes pour essayer d'améliorer sont assez anciennes, mais l'intérêt est double. C'est-à-dire que d'une part, on peut remontrer ce qui était intéressant et ce qui est toujours à faire, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de démontrer que en fonction de la méthode où on mesure quelque chose, on peut arriver à ne pas démontrer la même chose. Donc, vous allez voir ça au fur et à mesure de la démonstration. Alors, pourquoi ça ne veut pas avancer? D'accord. Donc, quand on enlève un rectum, on peut l'enlever plus ou moins en fonction de l'endroit où se trouvent les tumeurs. Quand les tumeurs sont assez hautes dans le rectum, on doit couper 5 centimètres en dessous et enlever tout le gras, parce qu'on peut avoir des résurgences tumorales dans ce mésorectum, donc ce gras qui est autour. Et donc, si on peut laisser un rectum suffisamment long, donc au moins 4 centimètres de moignon rectal, on sait qu'on aura un résultat fonctionnel, c'est-à-dire justement ce qu'on appelle la fragmentation, qui n'est pas trop marquée. En revanche, si on doit laisser moins de 4 centimètres, on va être très gêné par la fragmentation, parce que si on fait une anastomose, alors straight anastomosis, comme disent les Anglais, ce qui aura posé quelques problèmes mais, dans les comités d'éthique, mais disons qu'en ce moment-là, on va avoir un nombre de selles par jour beaucoup plus important. On va fragmenter, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller évacuer en une fois, bah, vous allez y aller tous les quarts d'heure pendant 1 heure et demie, ce qui est quand même assez désocialisant. Vous allez avoir des urgences, c'est-à-dire l'urgence, c'est l'impériosité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de vous retenir beaucoup. Un peu quand on a une diarrhée, on est un peu infecté, on sait bien que si on essaie de tenir un peu trop longtemps, on risque d'avoir un petit phénomène d'incontinence. Donc, on a très vite travaillé, quoi. Ici, ils ont travaillé il y a longtemps, hein. Moi, j'avais juste fait 2 ans d'études de médecine. C'est en 86, 2 équipes françaises, une ici à Saint-Antoine et une à Toulouse, qui ont montré que si on pliait sur lui-même le côlon et qu'on l'abaissait pour faire l'anastomose, sur 6 centimètres, on allait considérablement améliorer ce résultat fonctionnel. Quoi, considérablement, c'est peut-être un peu exagéré. On allait améliorer ce résultat fonctionnel. Et dans les années 90 jusqu'aux années 2000, on a 9 études randomisées prospectives qui ont montré, avec une méta-analyse, un bénéfice systématique à la réalisation de ce réservoir, avec un nombre de selles par jour diminué, la fragmentation qui est diminuée, etc. Il y a eu des tentatives d'alternatives, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, bah, c'est peut-être le simple fait qu'on fasse une poche. Alors, si on coupe le côlon dans la longueur et qu'on le suture de façon longitudinale ou perpendiculaire à la section, comme pour une pyloroplastie, on fait ça dans d'autres pathologies, on devrait avoir un phénomène de réservoir et ça s'améliore. Donc ça, c'était un chirurgien suisse qui a proposé ça. Il y a eu plusieurs études non randomisées prospectives qui ont montré des résultats variés. C'est-à-dire que pour certains, c'était bien mieux, pour d'autres, c'était bien pire. Finalement, les Américains de la Cleveland Clinic, qui est un énorme centre de chirurgie colorectale, a réussi à faire que des différentes équipes américaines, une équipe australienne et une équipe française, la nôtre, on mette plein de malades dans une étude randomisée prospective et qu'on fasse une démonstration. Alors, cette étude, elle avait l'intérêt d'être faite parce que les Américains, ils sont souvent très gros et donc leur méso, quand on le plie, c'est-à-dire le gras qui entoure le côlon et qui apporte les vaisseaux, peut être suffisamment épais pour qu'après, on ne puisse plus descendre le montage au travers du pelvis, notamment chez l'homme. Donc, ils avaient fait 2 bras ou deux subdivisions. Soit, quand on faisait l'applicature du côlon, ça pouvait descendre. À ce moment-là, on randomisait entre justement cette nouvelle technique de coloplastie versus on faisait un réservoir, ou soit ça ne descendait pas et on faisait la coloplastie ou une anastomose directe à l'ancienne. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est que finalement, quand on regardait une anastomose directe ou une coloplastie, c'était pareil. Par contre, le réservoir faisait toujours mieux que la coloplastie, que ce soit à 4 mois, que ce soit à 12 mois ou que ce soit à 24 mois en termes de nombre de selles. Et ça, c'est peut-être un argument assez basique, le nombre de selles, mais c'est un argument assez facilement mesurable et finalement, c'était significatif.
De même, quand on regardait le score d'incontinence, un FICI score, un score très spécifique, eh ben, la coloplastie faisait toujours moins bien, ou plutôt le réservoir faisait toujours mieux que la coloplastie, et la coloplastie faisait comme une anastomose directe. Quand on regardait par contre le score de qualité de vie, et ça, les 9 précédentes études randomisées prospectives avaient regardé la qualité de vie, on trouvait rien ou quasiment rien. Mais il faut imaginer que le SF36, qui est un critère de qualité de vie assez grossier, en gros, pour essayer de le modifier, faut quasiment couper un bras. Parce que ça revient à beaucoup de critères qui n'ont pas grand-chose à voir avec votre transit. Ce n'est pas très adapté, disons, à l'évaluation du résultat fonctionnel. D'ailleurs, quand on fait même une amputation, c'est-à-dire que quand on enlève complètement le rectum, qu'on ne rétablit pas et qu'on fait une stomie définitive, donc quand même qui a un impact sur l'image corporelle, tout du moins, eh bien, on n'arrive pas à démontrer un bénéfice en termes de qualité de vie, parce que ça prend en compte plein de critères et que statistiquement, ça marche quasiment jamais. C'est important à savoir. La deuxième montage qui a été tenté, c'est les Suédois qui ont mis ça en place, c'était on ne fait pas de réservoir, c'est-à-dire qu'on fait l'applicature, mais on ne donne pas le petit coup d'agrafe central qui fait qu'en fait les deux tubes sont unifiés. On fait juste l'anastomose de la suture du côlon sur l'anus, juste de façon latéro-terminale, en se disant que c'est plus le péristaltisme colique qui fait qu'en fait, les ondes vont remonter et ça va marcher. Donc ça, pareil, il y a eu une première étude randomisée assez faible, avec un effectif très faible, qui ne montrait pas de différence. Mais est-ce que ça ne montrait pas de différence parce qu'il n'y avait pas de différence, ou tout simplement parce que l'effectif avait été calculé un petit peu au doigt mouillé et que finalement, on n'avait pas la puissance statistique qui permettait de démontrer que effectivement c'était équivalent. Parce que pour montrer l'équivalence, il faut vraiment beaucoup de patients. Ah, ah bah, zoup, pourquoi ça a disparu? Bon, je recommence avec une autre présentation parce que je l'ai. Pourtant, c'est la version finale. Non, c'est pas la version finale. Désolé, j'en reviens. Bon, voilà. Donc, hop, ils avaient retrouvé un tout petit peu de différence avec un meilleur résultat peut-être du réservoir à 6 mois, mais grossièrement, c'était pareil. Et à 2 ans, il n'y avait pas de différence. On ne voit pas votre nouveau diapositive. Aïe, 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 pardon, j'en reviens. Alors, Pensez le partage. ouais, il faut que je change le partage. Alors, attendez, échapper, le zoom. Euh, poup, 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 poup. Ah, il faut que j'en revienne comme ça, partager. Et voilà, je pense que c'est bon. Oui, parfait. Voilà. Et donc, de nouveau, la Cleveland Clinic s'est emparée du sujet et a voulu étudier le résultat de l'anastomose avec un réservoir vis-à-vis de la fameuse anastomose latéro-terminale. Donc là, il n'y avait pas trois bras, il n'y avait pas 4 bras, il y avait 2 bras, et on a pu inclure à peu près 190 patients, quoi, à peu près 80-80. Et finalement, on n'avait pas de différence. Même en termes de. Alors, ça, c'est les fameux critères. Alors, un critère de qualité de vie simplifié, le SF12, mais on n'avait pas de différence. Quand on regardait le score d'incontinence, bah, c'est pareil, à peu près, à chaque fois, ça se recoupe. Et quand on regardait le nombre de selles par jour, c'était à peu près équivalent. Et donc, à ce moment-là, pas mal de gens ont dit, bon, bah, on va peut-être abandonner les réservoirs, en passer pour l'anastomose latéroterminale. Et puis, dans l'expérience un petit peu qui en est sortie, c'est que finalement, quand ça ne cicatrise pas bien, les anastomoses latéroterminales, c'est beaucoup plus compliqué à traiter que les réservoirs. Et finalement, les gens sont partis sur soit je fais un réservoir, soit je ne fais pas de réservoir du tout, je fais une anastomose directe. Et ça a été supporté par 2 études qui ont été publiées par une équipe suisse et une équipe hollandaise et qui se sont uniquement intéressés à la qualité de vie. Et finalement, bah, ce qu'ils ont montré, c'est que s'ils avaient quand même une petite amélioration significative du nombre de selles par jour en faisant un réservoir, ils montraient qu'il n'y avait pas de différence en termes de qualité de vie.
Ce que toutes les études jusqu'alors avaient montré d'ailleurs. Force de ça, ils ont dit ça ne sert à rien. Je ne crois pas que ce soit une conclusion qui va y faire. Et pareil, l'étude italienne, elle a montré les mêmes résultats. Vous voyez, c'était une énorme étude, beaucoup de malades. Ils ont insisté, ils n'ont pas donné les résultats fonctionnels, mais ils ont insisté sur la qualité de vie du QC30, et il n'avait pas de différence. Et donc, il est resté une notion que c'était peut-être pas la peine. Et c'est intéressant parce que en fait, c'est aussi drivé par les possibilités techniques. C'est-à-dire que dans les années 90, les gens étaient opérés par la parotomie. Faire un petit réservoir, ça prenait 6 ou 7 minutes et ça ne nécessitait pas de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est rentré dans les mœurs. Quand vous faites la célioscopie, tout le but de beaucoup de chirurgiens, c'est surtout d'avoir la plus petite incision abdominale. Or, il y a besoin de sortir le côlon pour faire le réservoir. Et donc, le sortir par l'amphis qui va faire la stomie, par exemple, de protection, ça peut être un peu plus compliqué, surtout le réintégrer. Donc, on a trouvé cet argument. Donc, c'est assez intéressant de voir la mécanique de réflexion de ceci. Donc, nous, à Saint-Antoine, on est partagé. Moi, je continue à le faire, même si les autres le font. Beaucoup de chirurgiens comme moi continuent à le faire, parce que de toute façon, on est obligé d'ouvrir un petit peu l'abdomen, ne serait-ce que pour enlever la pièce. Mais si on essaie de tout faire sans ouvrir l'abdomen, eh bien, finalement, on peut prendre l'option de ne pas faire le réservoir. Donc, on troque, à mon sens, un résultat fonctionnel à un effet esthétique, tout en sachant que l'âge moyen des cancers du rectum en France, c'est 66 ans. Donc, voilà, c'est un peu de marketing. C'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir qu'à quel point on peut bouger. La dernière chose qui était très intéressante, c'était de savoir est-ce que finalement, le résultat fonctionnel, quand on faisait ces anastomoses, et notamment en réservoir, s'altérait avec le temps. Finalement, quand on a regardé, il n'y avait pas de différence entre les gens qui avaient été opérés avant l'âge de 75 ans et ceux qui ont été opérés après l'âge de 75 ans, avec quand même une différence d'âge d'à peu près 20 ans. Bon, c'est une étude rétrospective, donc avec tous les biais qu'elle peut avoir, mais on n'a rien qui sort vraiment de façon très importante. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire chez les patients âgés. De même, il a été intéressant de voir quel était l'impact du réservoir lorsque les patients avaient reçu de la radiothérapie. Et en fait, eh bien, l'impact de faire un réservoir quand les gens ont eu de la radiothérapie est encore plus important que s'ils n'ont pas eu de la radiothérapie. Donc, la qualité du périnée, parce que le côlon qui a baissé, lui, il n'a pas été irradié. Il était au-dessus de la zone d'irradiation. Donc, la qualité du périnée, c'est-à-dire la souplesse des muscles, la validité des nerfs, et donc que tous les petits arcs réflexes qui peuvent apparaître, vont être, disons, vont avoir un impact plus important si on a beaucoup de sels et fréquentes, comme quand on a une anastomose colonale directe, que quand on a un réservoir. Donc, c'est important à ce niveau-là. Après, que se passe-t-il? Et ça revient un peu au probiote, parce que c'est un des éléments qui nous intéresse beaucoup. Ça sera justement d'étudier le probiote des gens qui ont un bon résultat, de ceux qui n'ont pas un bon résultat. Parce qu'une fois qu'on a fait ces anastomoses, qu'il y ait ou pas un réservoir, on a des résultats qui sont très variables. On a des gens qui ont 2-3 selles par jour, aucune fuite, pas de selles nocturnes, donc qui ont une vie quasi normale, qui peuvent manger ce qu'ils veulent et pas être gênés et avoir une vie sociale et professionnelle normale. Et puis, il y a des gens, ils sont extrêmement gênés, ils ont beaucoup de selles, ils ont des selles nocturnes, ils doivent aller se lever régulièrement pour aller aux toilettes, ce qui casse un petit peu leur rythme nocturne et qui a un intérêt. Et donc, on a essayé de voir tout ce qu'on pouvait faire pour essayer d'améliorer cela, mais un petit peu à la méthode des chirurgiens. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, en fermant la stomie plus rapidement, on redonne une fonction digestive plus rapide, il y a une sorte de rééducation qui se fait plus vite, ou est-ce que justement on modifie le probiote, on ne laisse pas le probiote se modifier trop par l'exclusion? Et donc, il y a des études, mais finalement, là-dessus, on voit peut-être une petite amélioration. Parce qu'on là, on voit que quand on fait une fermeture tardive, le LARS, qui est le score qui fait un peu colliger tout ça, il est un tout petit peu plus élevé que quand on fait une fermeture précoce.
Mais on voit bien que statistiquement, ce n'est pas évident. Donc, c'est un peu de la surinterprétation chirurgicale, voulant trouver un effet. De la même, quand on regarde le score fonctionnel, c'est peut-être un petit peu meilleur, plus il est haut, mieux c'est, là, celui-là. C'est un score qui vient du Sloan Kettering, qui est une des institutions new-yorkaises, peut-être un peu meilleur. Mais encore une fois, on voit bien que les déviations sont à peu près identiques, donc difficile d'en conclure. On a aussi fait des irrigations transanales, des lavements rétrogrades. Et ça, par contre, ça marche. Ça améliore la fonction digestive. Ça permet de programmer les défécations, de les faire en faisant le lavement. Finalement, ils vont arriver à un moment donné de la journée et on va améliorer les choses. Mais beaucoup de patients ne le font pas parce que finalement, faire un lavement tous les 24-48 heures pour essayer de provoquer l'évacuation, ce n'est pas perçu comme étant quelque chose de particulièrement agréable. Et donc, les gens, parfois, préfèrent avoir un résultat fonctionnel plus mauvais. Cela dit, ça veut dire que ce n'est pas si pire que ça, parce que quand c'est vraiment dramatique, ils préfèrent le faire, puisque la seule alternative qu'on a à leur proposer, c'est de faire une stomie si vraiment l'incontinence est majeure. Donc, les éléments qui sont à conclure, c'est que l'âge n'est pas un facteur en soi de mauvais résultats fonctionnels quand on fait une anastomose colonale. Donc, on peut faire des réservoirs ou pas de réservoirs en fonction de ses convictions, mais le résultat fonctionnel ne sera pas pire. Il y a simplement que quand vous êtes plus âgé, la capacité à se déplacer pour aller aux toilettes peut être un petit peu altérée. Donc, il faut prendre ça en compte pour ne pas mettre les gens très âgés dans des situations dramatiques, même si pour eux, c'est souvent encore plus mal vécu d'avoir une stomie, parce qu'ils ont vraiment du mal à pouvoir parfois s'adapter tout seuls et qu'ils se voient comme diminués. Et ça peut être un peu. La radiothérapie post-opératoire a un impact et il est d'autant plus important qu'il n'y a pas eu de réservoir. Donc, le syndrome rectal, il peut être amélioré par les lavements, comme on l'a vu. Et quand on a, au début, on peut avoir un mauvais résultat fonctionnel, mais ça va s'améliorer généralement entre le 8e et le 15e mois de façon plus notable. Enfin, il y a eu des tentatives de stimulation du nerf tibial postérieur. Ce n'est pas évident que ça a un intérêt majeur. Mais le grand point d'interrogation qu'on a maintenant, et sur lequel je sais que on récolte beaucoup on va récolter ou on a récolté déjà pas mal de, de sel, c'est de savoir si il y a un déterminant dedans qui permettrait d'expliquer pourquoi certains ont un bon résultat fonctionnel et d'autres n'ont pas un bon résultat fonctionnel. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Donc, voilà ce que je voulais vous exposer. Merci beaucoup pour votre attention. Super, merci beaucoup Yann. En attendant les questions du chat, je commence par une question. On a parlé il y a 3 mois de ces tumeurs rectales MMR déficientes qui répondent donc de manière spectaculaire à l'immunothérapie. Quand tu les opères, donc parfois ces patients ne sont pas opérés. Quand tu les opères, est-ce que la technique est différente? Et puis, est-ce que les résultats fonctionnels sont différents? Est-ce qu'on a déjà des données là-dessus? Alors, actuellement, je crois on les a opérés jusqu'à encore récemment. Je crois que moi j'ai opéré un des derniers patients à qui on a fait de l'immunothérapie. Il avait une réponse complète, mais on n'avait pas encore le papier du Sloan Kettering et je lui ai fait une résection rectale parce qu'on n'était pas encore dans la connaissance et tout ça. Il a un très bon résultat fonctionnel. Il n'a pas eu de rayon. L'avantage de ça, c'est que si on doit en opérer quelques-uns, et actuellement, je dois avouer qu'on n'en opère plus. Et d'ailleurs, l'expérience du Sloan Kettering, qui est arrivée à peu près à 60-70 malades qui ont été publiés à plus de 2 ans ou 3 ans avec de l'immunothérapie, c'est des réponses complètes tout le temps. Il y a 6 mois, il n'y a pas eu de chimio, il n'y a pas eu de radiothérapie. Il y a 2 ans maintenant, c'est pas de chimio, pas de radiothérapie, pas de chirurgie. Donc les malades sont guéris par ça. Ils peuvent avoir une évolution un peu défavorable, c'est qu'ils peuvent constituer une sténose, c'est-à-dire que la zone où il y a eu la tumeur et la réponse immunitaire fait qu'en fait ça se serre et que ça passe plus. Donc on est obligé de les opérer un peu comme le plombier qui doit déboucher le tuyau, tout bête. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont un bien meilleur résultat fonctionnel pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas de rayon. Et ça altère beaucoup le résultat. La deuxième, c'est que c'est des patients beaucoup plus jeunes, puisque généralement, quand on a une tumeur MSI du rectum, c'est qu'on a un syndrome HNPCC, on a un Lynch. C'est exceptionnel que ce soit de la méthylation à cet endroit-là. Donc voilà, ils s'adaptent plus vite, ils ont tout ça. Et ensuite, on les opère
parce qu'ils ont une sténose, mais on a eu le temps de préparer le terrain beaucoup mieux. Ils n'ont pas un cancer qui les altère au point de vue de l'état général. Ils ont un bien meilleur état nutritionnel, donc on a moins probablement de complications, on a beaucoup moins de situations un petit peu complexes. Donc on arrive à les opérer. Mais c'est très, très, très peu de malades pour l'instant. Heureusement. Ça, c'est une révolution avec l'immunothérapie. Merci. De rien. Alors tout à l'heure, on a eu des questions dans le chat vraiment en fin de discussion. Est-ce qu'on en aura également? C'est plus du tube, c'est plus de la plomberie. Alors, le gros intérêt, c'est moi ce qui m'a surpris dans l'évolution de l'histoire, parce que c'est sûr que c'est un peu technique, c'est que en fonction de ce qu'on veut faire, on peut arriver toujours à extraire des données des études la donnée qui va supporter notre propre étude, notre propre idée. Donc, c'est intéressant de voir quand ce n'était pas un problème de faire le réservoir, quand les gens faisaient par la parotomie, pour dire que tout le monde s'y était mis à faire des réservoirs dans le monde. Et puis, avec l'arrivée de la célioscopie, comme il fallait faire un petit trou abdominal, à ce moment-là, c'est devenu plus compliqué de réintégrer le réservoir et on en est revenu. Et il y a un autre sujet, c'est l'irrigation colique rétrograde en dessous des tumeurs, quand on les a exclus, ça diminue le risque de récidive locale, tout simplement parce que les cellules expoliées vont facilement aller se greffer sur les zones cicatricielles, et notamment les sutures que nous, on réalise, puisque là, on met à vif la sous-muqueuse, il y a du sang, il y a tout ce qu'il faut pour que les cellules tumorales trouvent un moyen de se trouver un nouveau site. Pareil, en laparotomie, personne ne se posait la question parce que tout le monde pouvait le faire. Maintenant qu'on le fait en célioscopie, faire ce clan et laver en dessous, c'est devenu compliqué, voire techniquement impossible. Et donc, les gens sont revenus là-dessus. Donc, on voit que la pression de vouloir faire en célio ou robot amène à des modifications techniques. Alors, nous, on a trouvé les artifices pour faire de la célio et du robot et quand même les faire. Mais c'est intéressant de voir que les gens arrivent à tordre le bras à des notions parce que ça ne les arrange pas. Ça, c'est peut-être le plus intéressant de ce travail, c'est cette notion-là. On verra après, il y a les bases de données nationales sont très intéressantes parce que elles montrent des évolutions sur les techniques et elles peuvent voir s'il y a des corrélations avec des résultats oncologiques et fonctionnels. Le fonctionnel, ça va se voir, on va pouvoir le voir grâce à euh, aux données de la sécurité sociale parce que tous les médicaments qui sont pris, notamment les ralentisseurs, les lavements, tout ça, vont pouvoir apparaître et on pourra déterminer en fonction de la technique s'il y a vraiment une modification suffisamment importante des prescriptions médicales. Ça va être intéressant. Après, le problème, c'est que les couches, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ce n'est pas enregistré par la caisse primaire d'assurance maladie. Et par contre, il y a des gens qui ont des couches. Mais là, on a une question qui est un peu en lien dans tout ce qui Ouais. est post-opératoire. Qu'en est-il de la rééducation anale post-opératoire avec sonde et stimulation? Eh bien, ça ne marche pas de façon majeure. Ça a été proposé, il y a une étude randomisée prospective, mais ce n'est pas tellement efficace. Alors, il n'y a pas de. La stimulation électrique, c'est tibial postérieur. On ne va pas stimuler en intrarectal. Il y a eu la neuromodulation qui a aussi été mis un peu en avant, mais les résultats sont extrêmement mitigés. Ensuite, on est un peu embêté par tout ce qui est la neuromodulation, parce que quand vous mettez un neuromodulateur, vous mettez l'équivalent d'un pacemaker avec une sonde rectale. Alors, certes, une sonde électrique qui va auprès des pièces sacrées. Alors, et l'IRM, c'est un excellent moyen de surveiller des cancers du rectum pour voir s'il y a une récidive. Et certes, les derniers pacemakers, les derniers machins peuvent être mis et peuvent aller, ils sont compatibles avec un examen IRM, mais on est quand même un tout petit peu embêté parce que la pointe de l'électrode qui est métallique peut chauffer très très fort. Et il y a eu des gens qui ont eu des douleurs et donc on ne sait pas si c'est ça ou si c'est simplement un peu de l'anxiété, mais toujours est-il que ça. Mais la rééducation, le biofeedback ou des choses comme ça a été tenté. C'est un résultat très, très mitigé. D'abord, ça marche un petit peu parce que les gens ont l'impression qu'on s'occupe d'eux. Ça les occupe, ça leur permet de relativiser, de faire des choses. Mais quand on regarde des résultats objectifs, c'est pas aussi majeur. Sérieuse au niveau nutritionnel qui pourrait aider. Ça, les aliments, alors, moi, je déconseille de faire de limiter, parce que c'est sûr, quand on mange beaucoup de fibres, on va avoir beaucoup plus de sel.
Mais si vous arrêtez les fibres, vous modifiez considérablement votre transit. Et quand vous réintroduisez un aliment, eh bien, vous avez obligatoirement une espèce de diarrhée adaptative. Un peu comme quand vous allez dans un pays étranger, vous mangez, vous changez de régime alimentaire. Tout le monde accuse la bactérie qui est dans la bouteille de Vittel qui aurait peut-être été débouchée. Mais n'empêche que ce n'est pas souvent ça. C'est simplement parce que vous vous mettez à manger différemment et que vous avez été obligé de vous adapter un petit peu aux bactéries locales. Eh bien, quand vous faites ça, quand vous arrêtez de manger pendant 8 mois des légumes verts et tout ça, et que vous réintroduisez, à chaque fois, vous avez la diarrhée. Donc moi, je leur conseille de ne pas le faire pour essayer de maintenir leur équilibre digestif, peut-être. Et voilà, donc tout est dans l'étude du microbiote. On est là-dessus. Ça va être intéressant. Les probiotiques, ça ne marche pas du tout. Mais ça, je pensais que vous le saviez, que les probiotiques, ça ne marchait pas mais les probiotiques, ça a été tenté, ça coûte une blinde et ça ne marche pas. Donc voilà, on pense qu'effectivement, il faut maintenir le plus possible le microbiote familial, celui que manger tous pareil, comme avant, et on essaiera de jouer sur les autres facteurs. Peut-être qu'on va identifier un élément du microbiote, mais alors j'ai une vision, je sais que j'ai une vision extrêmement simpliste du microbiote, donc je fais attention. Mais voilà, je pense qu'effectivement, on trouvera peut-être qu'il manque quelques bactéries, on le voit bien aussi, par exemple, on a des analogies un petit peu quand on fait une anastomose iléo-anale, donc on descend l'intestin après avoir fait une coloprotectomie totale, par exemple dans une RCH, ça ne se voit pas dans la polypose, mais ça se voit dans la RCH, il y a une espèce de colonisation du réservoir iléal avec des bactéries qui ne se retrouvent pas notamment dans l'intestin, et les gens font des pushites, ils refont la même chose que ce qu'ils avaient sur le rectum. Donc on se dit bien qu'il y a un truc là-dedans, mais lequel exactement, on n'en a pas de notion. Après, Parallèle du microbiote. Ah ben, on ne sait pas. Ça c'est un élément qu'on va devoir étudier, notamment avec toutes les maladies génétiques. Est-ce qu'il y a dans le microbiote un élément qui ferait que certaines personnes vont déclencher la maladie plus tôt, plus tard, de façon plus agressive, plus localisée au niveau de certains organes? C'est extrêmement intéressant. Peut-être plus alors, que dans le syndrome HNPCC, Lynch, plus dans la polypose, parce que c'est vrai qu'on voit des histoires familiales où ils ont tous la même mutation, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tous les autres mêmes gènes, hein, donc il y a des cofacteurs génétiques qu'on ne connaît pas bien ou qu'on ne connaît pas encore. Mais est-ce que c'est parce que justement ils ne mangent pas de la même manière ou est-ce qu'ils ont un microbiote différent parce qu'ils ne vivent pas au même endroit ou j'en sais rien. Mais il y a certaines personnes qui vont faire des formes extrêmement agressives très tôt et on n'aura pas compris pourquoi, parce qu'ils ont la même mutation que le voisin ou leur frère ou sœur, et puis d'autres qui vont rester avec une forme relativement peu expressives et qui vont permettre de garder leur côlon et leur rectum plus longtemps. Non, pour l'instant, non, je n'ai pas la notion qu'il y ait eu d'études qui étaient aussi loin, mais c'est parce que c'est des petits groupes de patients et ça va être compliqué probablement à mettre en place et à étudier et à savoir quels critères on va utiliser à la fin au plan clinique pour essayer de voir s'il y a une corrélation. Ça va être compliqué, difficile à mettre en place au point de vue conceptuel. il est Non, 18h. les hommes et les femmes, c'est pareil. Ah, une autre question, pardon. J'avais pas vu. Il est 18h59. C'est parfait. Un grand merci à tous les deux. Je pense qu'on peut conclure et Mina va nous annoncer le prochain lundi de la FHU. Oui, le prochain lundi donc aura lieu le 9 février. Donc nous aurons deux expertes, le professeur Karine Clément et le professeur Dominique Tabu. Donc le programme vous sera adressé. Je ne sais pas si Nathan, tu as le programme avec les titres. Oui, j'ai le programme. Donc, pour les prochains lundis de la FHU, ce sera Nutrition et microbiote dans les maladies dysmétaboliques, présenté par le professeur Karine Clément, et les atteintes neurocognitives et obésité, qui seront présentées par le professeur Dominique Tabu de la Pitié-Salpêtrière. Je vous rappelle que tous les lundis de la FHU sont rediffusés en ligne sur YouTube. Pour le lien d'aujourd'hui, il sera disponible la semaine prochaine et les trois autres sessions sont déjà disponibles sur la page YouTube
de la FHU Glimmer. Merci à tous pour votre prépa. Merci à vous, merci soirée, Patrick, merci. merci Au revoir. Nathan, merci aux intervenants, merci Merci, au beaucoup. revoir. Au revoir.